La vraie révolution des crypto-monnaies, c'est qu'on possède soi-même ses fonds. Et je voulais mettre en exergue à quel point cela est une révolution en parlant d'un fait d'actualité. Ce fait d'actualité, c'est la révolte des camionneurs au Canada face aux mesures prises par Justin Trudeau. Et pour rendre leur action concrète, ils ont décidé de lever des fonds via le site GoFundMe. Alors GoFundMe, c'est un site de cagnotte, vous pouvez créer votre cause et des gens peuvent vous donner de l'argent afin de vous aider dans cette cause. Dans le cas des camionneurs, beaucoup de gens leur ont donné de l'argent, ils ont récupéré jusqu'à 9 millions de dollars via ce site. Et évidemment, quelque chose de très prévisible est arrivé, c'est-à-dire que leur opposant politique, donc le pouvoir directement, a plus de pouvoir qu'eux. Il a pu appeler GoFundMe, ce site, et leur dire « Ne transférez pas ces fonds de 9 millions de dollars à ces camionneurs », parce qu'il a voulu tout simplement assécher la révolte en coupant les financements. Alors en plus de ça, j'ai pas vérifié, mais il semblerait que ces fonds, plutôt que d'être rendus aux donateurs, ont été donnés à d'autres causes. Donc ça paraît particulièrement scandaleux. Quoi qu'il en soit, moi j'ai commenté sur Twitter ce fait d'actualité avec un simple hashtag Bitcoin. Pourquoi ? Parce que Bitcoin est vraiment la solution à ce problème, ou les crypto-monnaies en général sont la solution à ce problème. Quand on possède soi-même ses fonds, eh bien personne ne peut nous les enlever. Justin Trudeau ne peut pas prendre son téléphone et appeler Satoshi Nakamoto pour dire écoutez les gars, on va voler les bitcoins de telle ou telle association. Ça, c'est un des énormes avantages de la crypto-monnaie, c'est qu'on ne peut pas se faire voler ses fonds. Par contre, il y a un désavantage massif, c'est que quand on protège ses fonds, on est soi-même responsable de la sécurité de cet argent, parce que de la même manière, on ne peut pas appeler Satoshi Nakamoto et lui dire « je me suis fait voler mes bitcoins, s'il vous plaît, rendez-les-moi ». Et donc, c'est pour ça que le sujet de la sécurité est central dans les crypto-monnaies, et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil très facile à utiliser, très connu, qui augmente énormément votre niveau de sécurité. Il se trouve, et c'est rigolo, j'ai fait ma petite enquête, que les camionneurs ont effectivement utilisé un service pour finalement maintenant faire leur levée de fonds directement en Bitcoin, comme quoi on apprend par l'échec et la cagnotte est maintenant en Bitcoin. Je me suis directement posé la question, est-ce que c'est une vraie cagnotte? Est-ce que c'est une fausse cagnotte? Et en réalité, quand on va sur Twitter, etc., les comptes officiels des meneurs de cette révolte répondent que oui, cette cagnotte, c'est bien eux. Alors tout le monde n'a pas envie de faire de cagnotte, mais tout le monde a envie de protéger ses fonds, et aujourd'hui je vais parler d'un outil très cool, un outil qui s'appelle Gnosis, et ça permet de faire du wallet multisignature. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc barbare? On a parlé pas mal de sécurité sur la chaîne, j'ai déjà fait plusieurs tutos qui sont de la défi en utilisant le wallet Ledger NanoX, qui est un très bon wallet, très sécurisé, mais qui est un wallet mono-signature. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une seule personne, en quelque sorte d'un seul ledger, afin de pouvoir opérer une transaction. Si quelqu'un arrive chez vous et que tout à coup il vous braque, ou si quelqu'un sait que vous avez beaucoup de crypto chez vous, il peut arriver, vous mettre un fusil sur la tempe, c'est arrivé plein de fois, vous pouvez faire vos recherches sur internet, et dire voilà, maintenant tu vas me transférer tes cryptos ici tout de suite à telle adresse, et si jamais vous avez un flingue sur la tempe, sans doute que vous allez coopérer. C'est pour ça que c'est une bonne idée de ne pas trop communiquer sur le montant total que vous avez à disposition chez vous, comme ça, facile à transférer. Alors l'une des manières de se protéger par rapport à ça, ça serait de soi-même avoir un fusil, une porte blindée, un machin, un truc, bref, on n'en finit pas. C'est pas des mauvaises idées, je rejette pas l'idée, mais en tout cas, il y a des gens qui ont pensé à une stratégie qui permet de se prémunir contre ça de manière à rajouter un niveau de sécurité, j'allais dire logiciel, pas physique. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que c'est comme s'il y avait un coffre-fort qu'on ne pouvait pas ouvrir physiquement sans les clés, et d'avoir
plusieurs clés nécessaires pour ouvrir ce coffre-fort. Par exemple, vous pouvez avoir un coffre-fort avec 10 clés, ces 10 clés sont réparties dans 10 villes différentes, et il faudrait que les braqueurs sachent où sont toutes les clés, les récupèrent toutes, les mettent toutes dans le coffre-fort, ouvrent le coffre-fort et aient accès à son contenu. Il existe, on va dire, une version crypto de cette analogie, et ça s'appelle les wallets multisignatures. On va faire un exemple aujourd'hui. Je mettrai les liens dans la description. En tout cas, quand on arrive sur le site, il faut cliquer sur Open App, assez classique dans les trucs Web.3. Alors ici, j'avais déjà fait un petit test pour être sûr que le tuto allait bien se passer. Donc on va repartir de zéro, vous inquiétez pas. Ce qu'on peut noter ici, c'est qu'il n'y a pas Bitcoin. C'est un outil qui marche uniquement pour les blockchains qui sont affichés ici. Donc il y a Ethereum, et il y a Polygon, il y a Binance Smart Chain, et il y en a plein d'autres, Avalanche, etc. Et aujourd'hui, on va faire le tuto sur Binance Smart Chain. Pourquoi? Parce que le faire directement sur Ethereum, j'ai un pote qui a ouvert un Gnosis Safe et ça lui a coûté 150 $ sur Ethereum. C'est très cher parce que les frais de Ethereum en ce moment sont très chers. Binance Smart Chain, vous allez voir, ça tourne autour de 1 $. On pourrait essayer aussi Polygon et on verrait que c'est pas ouf. Donc 1 $, on va se le permettre. Donc normalement, quand vous arrivez sur le site, il vous affiche un truc à peu près comme ça. Créer un nouveau safe. Donc safe en anglais, ça veut dire un coffre-fort. Ou bien ajouter un safe existant. Ça, c'est si vous avez déjà créé le safe. Et c'est ce bouton-là que vos collègues devront cliquer, ou vous-même devrez cliquer si vous voulez ajouter d'autres wallets qui sont capables d'être une clé pour le coffre-fort. Donc là, moi, comme j'ai déjà fait, j'ai plus accès à cet écran. Je dois pouvoir peut-être y avoir accès, mais bon, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, je clique ici, je clique ajouter un nouveau safe. Ah bah voilà, je retombe sur le même écran. Donc vous voyez, c'est cool. Et donc du coup, je peux créer un nouveau safe. Alors, j'ai bien sélectionné Binance Smart Chain ici, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut que j'ai sélectionné ici aussi, alors, zut, là, mon mot de passe n'est pas indiqué, donc je vais le taper hors écran. Donc voilà, une fois que j'ai tapé mon mot de passe, on voit, j'ai bien sélectionné la Binance Smart Chain, j'ai bien un BNB dedans, là, pour pouvoir payer les frais, pour pouvoir faire des trucs. Et du coup, oui, j'ai envie de créer un safe à partir de cette adresse. Donc, je suis prêt. Je crée mon safe. Et là, il me dit, pour pouvoir créer votre safe, sélectionnez le bon réseau dans vos toilettes. Donc, on vient de le vérifier, donc c'est bon. Connexion, MetaMask, et voilà. J'ai mon wallet, l'adresse correspond effectivement à celui que je veux. Donc, c'est des petits comptes que j'ai créés pour les besoins du tutoriel et pour les besoins de la chaîne, pour pouvoir faire des tutoriels. Voilà, c'est cool. Et donc, du coup, je continue. Là, il me demande de le nommer, donc je vais l'appeler le CoinSu, voilà, comme la chaîne YouTube. Hop. Et là, on arrive sur l'écran le plus important. C'est là où on va configurer la chose. Et c'est là où la couche de sécurité supplémentaire va être définie. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Tout est possible, mais en tout cas, moi, je vous conseille de vraiment comprendre les implications de votre choix à ce moment-là. C'est là où tout est crucial. C'est pas extrêmement compliqué, mais il faut, il faut allumer son cerveau à ce moment-là. Donc là, on voit que mon coffre-fort, pour l'instant, n'a qu'une seule clé. Donc c'est parfaitement stupide de faire un coffre-fort avec une seule clé, parce que autant laisser ses fonds sur on va dire, un seul wallet. Pourquoi avoir un coffre-fort avec une seule clé? C'est déjà le cas pour un wallet normal, en fait. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, forcément, vous voulez en ajouter un autre. Et donc, du coup, pour les besoins du tutoriel, j'ai créé d'autres adresses dans le même MetaMask.
eh ben, je vais dire que c'est le premier compte, hein, celui qui a des fonds, qui va créer le wallet, et les autres, eh ben, je vais les copier-coller. Hop, alors il y aura une deuxième clé pour ce truc-là, et il y aura une troisième clé pour ce coffre-fort. Alors les clés, elles sont représentées par les adresses du signataire, c'est-à-dire qu'une signature provenant du possesseur de ce compte-là sera considérée comme une clé. Ensuite, on peut voir que mon coffre-fort détient 3 clés, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi j'ai un projet avec 5 personnes, et bien on a chacune de nos adresses qui correspond à une clé. Et évidemment, moi, ces clés, il ne faut surtout pas qu'elles soient dans le même wallet MetaMask, parce que ça serait débile. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de, en plus de ça, protéger chacune des clés par un wallet Ledger Nano, ou un Trésor, ou une autre marque. Mais en tout cas, je vous conseille que chacune des clés soit le mieux protégée possible. Et donc, du coup, par un Ledger Nano, c'est encore plus cool. Donc, chacun des gens qui possèdent une des clés doivent avoir un autre MetaMask avec un autre Ledger Nano. D'ailleurs, un autre MetaMask, c'est pas nécessaire, mais en tout cas, un autre Ledger Nano. Et ces Ledger Nano, ils doivent être pas en possession de la même personne ou pas dans le même lieu géographique, parce que ce qu'on essaye de protéger ici, c'est si quelqu'un arrive avec un fusil et nous dit « Bon, maintenant, tu transfères les fonds ». Si tous vos Ledger Nano ou si tous vos mots de passe ou si toutes vos clés SID sont dans le même tiroir, vous vous rendez compte que vous protégez rien du tout. Alors que si effectivement vous n'avez pas la possibilité de le faire parce qu'il vous manque une clé à l'endroit où vous faites braquer, là, bon, à la limite, la personne peut vous tuer, peut vous torturer, mais elle ne peut pas voler vos fonds, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc là, je vous ai mis 3 comptes pour vous montrer l'interface et pour vous montrer un peu comment ça marche sur le même MetaMask. Mais voilà, vous avez compris vraiment le principe, j'espère que j'ai bien expliqué. Si j'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas, question dans les commentaires. Donc ensuite, le truc méga important, c'est qu'on vous demande, pour déverrouiller le coffre, combien il faut de clés. Alors si vous voulez par exemple ne pas augmenter votre sécurité, mais augmenter votre agilité et que chacune de ces 3 personnes puisse dépenser les fonds, et ben vous mettez une seule clé ici est nécessaire, et donc du coup, vous serez en fait moins protégé, mais vous aurez plus d'agilité parce que ces 3 personnes différentes pourront dépenser les fonds. À partir du moment où vous mettez 2 ici, effectivement, vous augmentez votre sécurité beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut braquer n'importe laquelle de ces 3 personnes, ça ne sert à rien, les fonds ne seront pas disponibles, il faudra en braquer au moins 2 sur les 3 afin de pouvoir déplacer les fonds, sachant que la 3e personne peut annuler la transaction pendant que l'une des 2 est signée, quoi. Et si vous mettez 3 sur 3, alors là, il faut braquer les 3 en même temps. Si vous avez 10 personnes, va falloir braquer les 10 personnes en même temps, ou hacker, hein. Un hacking, ça peut marcher aussi, mais bon, si vous êtes avec un Ledger Nano, le hacking devient moins probable, etc. Donc si vous rajoutez ces 2 couches de sécurité, franchement, vous êtes super bien. Donc, ici, moi, ce que je conseille, c'est quand même de rester agile et de mettre 2 sur 3. Pourquoi 2 sur 3 plutôt que 3 sur 3 ? S'il y a une de ces 3 personnes qui perd son mot de passe, qui perd sa clé SID, ou peu importe, s'il y a une de ces 3 personnes qui fait une erreur de sécurité, eh bien, vous aurez encore accès au fonds. Parce que quand c'est vous-même qui perdez vos mots de passe, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mais quand vous êtes un groupe de gens, quand vous êtes par exemple 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, et que l'une de ces 10 personnes fait une erreur, et que ça fait perdre les fonds de 10 personnes à la fois, bon, c'est terrible. Donc, généralement, c'est cool de mettre 2 sur 3 quand vous êtes 3, 4 sur 5 quand vous êtes 5, ou 3 sur 5 quand vous êtes 5, si vous estimez que 3 c'est déjà beaucoup de sécurité, et c'est toujours un arbitrage entre
l'agilité, à quel point vous devez mobiliser beaucoup de personnes afin de pouvoir déplacer les fonds, et à quel point vous voulez être sécurisé, quoi. Si vous voulez que 3 personnes suffisent, bon bah là c'est cool. Par exemple, je sais pas, moi vous êtes un club d'échecs à Montélimar, vous avez envie d'avoir des USDT sur votre truc pour pouvoir faire des achats, je sais pas, ou vous avez envie d'avoir, je sais pas, de pouvoir recevoir des dons dans votre association de quartier qui permet de faire je sais pas quoi. Eh bien, voilà, je sais pas, moi, il y a 10 membres dans le bureau de cette association, bah, vous pouvez avoir 10 clés et dire que 3 personnes suffisent à déplacer les fonds parce que on a assez confiance qu'il n'y a pas 3 voleurs capables de se coaliser à l'intérieur du bureau. Donc ça, c'est vraiment de l'humain derrière des choix, quoi. Donc sécurité maximum, 3 sur 3, on est sûr que ces 3 personnes ne vont pas perdre leurs clés, hop, c'est parti. Si jamais on se dit non, 2 sur 3 ça suffit, bon bah 2 sur 3, dans les faits, ça suffit. Nous, on va mettre 3 sur 3, non, allez, on va mettre 2 sur 3 pour le tuto, comme ça on va vraiment montrer ce cas en particulier. Donc voilà, on continue, on n'a même pas besoin, comme vous allez le voir, de demander l'avis à ces personnes pour être une clé dans le truc. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là pour... vous pouvez dire, bah voilà, cette personne-là aura une clé, et peut-être cette personne-là n'est même pas au courant qu'elle a une clé. Hein, mais bon, c'est un peu bizarre et dangereux de faire ça. Donc il y a pas mal de scénarios, vous voyez, avec ce petit outil et ces quelques possibilités, il y a pas mal de scénarios que vous pouvez mettre en place. Mais le scénario pour un individu lambda, peut-être comme vous et moi, si vous regardez cette chaîne, vous n'êtes peut-être pas PDG d'une multinationale. Si c'est le cas, je vous conseille plutôt de faire confiance à des professionnels pour sécuriser vos fonds, parce que ça va être certainement beaucoup d'argent. Mais si vous êtes un individu lambda et que vous voulez commencer à sécuriser vos fonds parce que vous avez beaucoup d'argent dans les cryptos, en tout cas ça représente beaucoup d'argent pour vous à titre personnel, dans ce cas-là, si vous optez pour la solution du multi-sig wallet, si vous avez envie d'avoir un niveau maximal de sécurité, eh bien vous pouvez acheter par exemple 3 Ledger Nano, un que vous mettez chez un de vos amis proches, un que vous mettez, je sais pas moi, chez une autre personne en qui vous avez confiance, je sais pas moi, votre père par exemple, et un troisième que vous laissez chez vous, et à chaque fois que vous devrez faire une transaction sur ce wallet, il va falloir appeler soit votre père, soit votre ami proche, il faudra qu'il y en ait un des deux qui soit disponible, et que vous lui appreniez peut-être à faire cette manipulation. Ou bien que vous vous rendiez chez lui pour faire la manipulation vous-même. En tout cas, les fonds que vous mettez dans ce genre de coffre-fort sont plus difficiles à déplacer, vous perdez en agilité et vous gagnez en sécurité. Bon, pour l'argent que vous avez envie de trader un petit peu au quotidien, vous vous dites peut-être dans 2 semaines, je vais avoir envie de vendre ou de transférer les stablecoins qui sont dans ce safe, je vais avoir envie avec ces stablecoins d'acheter un petit truc. Bon, là, vous n'êtes pas agile du tout, donc c'est pas bon. Donc peut-être qu'une partie de vos fonds devront rester sur un nano classique. Et donc du coup, il faut vous organiser intelligemment comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre une partie de vos fonds très très accessible, hein, par exemple dans un wallet de votre téléphone pour pouvoir payer un truc en bitcoin si ça vous amuse. La note du restaurant avec vos amis, plutôt que de donner des euros, vous pouvez donner, je sais pas moi, des BNB. Si vos potes aiment bien la crypto, ça peut être cool de procéder comme ça. Une partie dans un Ledger Nano X pour avoir les fonds quand même vachement bien sécurisés, mais accessibles si vous voulez faire un trade, un truc, je sais pas. Et une partie, là, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg, peut-être la plus grosse partie, où vous vous dites, non, ça, c'est des fonds, je suis sûr que je ne vais pas avoir envie de les vendre bientôt, j'ai fait mon plan par rapport aux crypto-monnaies, et cet argent, j'ai envie de le garder à long terme, ou sur plusieurs mois, je ne sais pas. Donc du coup, ça va dans le coffre-fort, et je suis sûr que c'est vraiment sécurisé, c'est cool. Donc allez, c'est parti, création, je clique sur créer, et là, hop, je vais confirmer, et donc du coup, il va me demander cette somme en BNB
pour pouvoir créer le coffre-fort sur la blockchain. Je confirme. Et donc du coup, on va voir combien coûte le BNB aujourd'hui. Google nous dit, nous l'affiche en roubles parce que je suis en Russie, mais si je clique sur American Dollar, on va voir c'est 400 $. 400 $, ça fait donc 1,24 $ pour pouvoir créer mon coffre-fort. C'est pas très cher, honnêtement, pour le niveau de sécurité que ça apporte. C'est beaucoup moins cher qu'un Ledger Nano X, par exemple. Hop, je vais là, et je retourne là, et je vais ensuite cliquer sur Get Started. Et voilà, c'est fait, il me dit bravo, vous avez créé votre coffre-fort, il est sur la Binance Smart Chain, n'essayez pas d'envoyer des fonds sur ce coffre-fort via une autre blockchain, ça ne fonctionnera pas. Si vous le faites, tout simplement, vos fonds ne seront pas accessibles. C'est pas la peine d'appeler CZ de Binance ou Satoshi Nakamoto, ils vous diront désolé, on ne peut rien faire pour toi. Et voilà, donc ça se présente comme ça. On a donc du coup le coffre-fort. Vous pouvez scanner le QR code pour envoyer des fonds dessus, ou vous pouvez copier directement l'adresse. Alors c'est assez marrant, on peut aller voir l'adresse sur la Binance Smart Chain pour voir à quoi ça ressemble, et vous allez voir que c'est rigolo. Donc voilà mon coffre-fort. Pour l'instant, il y a 0 BNB dessus, il n'y a pas de transaction, enfin si, en l'occurrence il y en a une, et elle est assez importante, on va le voir. Et cette transaction, c'est celle qui a permis de publier le contrat, et le contrat, vous pouvez aller le voir là. Donc en fait, votre coffre-fort, c'est un smart contract sur la blockchain, c'est du code qui a été publié sur la blockchain, et c'est ce code-là qui va régir le fait de, oui ou non, on peut transférer des fonds depuis cette adresse ou pas. Donc envoyer des fonds vers cette adresse, ça ne nécessite rien du tout. Par contre, retirer des fonds depuis cette adresse, c'est ce smart contract qui va régir la chose. Il a été publié grâce à cette transaction, et c'est du coup cette transaction qui a demandé un peu des fonds. Là, on voit, ça a demandé à peu près 60 centimes. Bon, peut-être que la différence entre mes 1 $ et quelques et mes 60 centimes et quelques, c'est une commission que prend le site, je ne sais pas, j'ai pas fouillé, je m'en fous un peu. Donc voilà, je vais pouvoir envoyer des fonds directement dans mon coffre-fort. Alors là, j'ai effectivement l'adresse. Je peux la copier, mais je crois que quand je la copie, il me met BNB de devant et que c'est pénible. On va voir ça. Hop, je vais transférer des fonds. Alors oui, il me met BNB devant, donc ça n'a pas marché, donc j'efface BNB devant. Là, je mets 0,5 BNB dans mon coffre-fort. Allez, c'est parti. Hop. Alors là, normalement, si j'ai un Ledger Nano, bon, bah, faut que je fasse des manipulations sur mon truc, mais là, pour les besoins du tuto, on se prend pas la tête. Hop, j'envoie. Et voilà, le truc est pending et va bientôt se confirmer sur la blockchain. Ça y est, c'est fait. Hop, alors, et ben ici, on voit rien. Comment ça se fait? Peut-être si on rafraîchit. Et hop, ils apparaissent directement dans mon Gnosis Safe en quelques secondes. Je peux aussi aller rafraîchir cette page et voir qu'ils sont effectivement arrivés également. Donc voilà, là, c'est mon coffre-fort. Il est magique, il est magnifique, il est très beau. Donc n'envoyez pas cet argent, n'envoyez pas de l'argent à cette adresse. Hein, c'est une adresse absolument pas sécurisée, c'est un truc public, juste pour des besoins de tuto. Hein. On va voir comment sortir des fonds. Alors pour sortir des fonds, alors on clique sur Nouvelle transaction. Là, on voit petit teaser qu'on peut aussi mettre des NFT dans notre coffre. Envoyer des fonds. Et là, il nous demande le récipiendaire. Alors le récipiendaire, eh ben, ça peut être une des 3 clés, par exemple la 3e clé. Allez, hop. Je vais mettre ce récipiendaire. Hop, oui, voilà.
ben l'asset, donc c'est dans quelle monnaie. Bon, bah, j'ai qu'une monnaie dans mon coffre, là elle s'affiche toute, hein. Si par exemple j'ai des USDT, j'ai des je sais pas quoi, des links, n'importe quoi, tout s'affiche ici, hein. Il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez envoyer n'importe quel coin, BEP 20. Ok, et là il me demande le montant, ben, moi je vais tout envoyer, voilà, je vais dévaliser le coffre, hop, c'est parti. Alors là, il me demande review, moi je suis assez sûr de mon copier-coller, mais je vais quand même regarder, hein. Oui, début, fin, ça a l'air pas mal. Et là, il me propose des options avancées. C'est voilà, pour mettre un identifiant. Bon, on s'en fout, on touche pas à ça, ça nous sert à rien. On publie la transaction, et donc du coup, c'est quoi? C'est pas une transaction qu'on publie, c'est une signature. C'est-à-dire que cette signature, c'est l'équivalent de je mets ma clé dans la serrure, je fais un tour de clé. Voilà, ça ne déverrouille qu'une des deux serrures nécessaires pour pouvoir exécuter la transaction. Donc vous voyez, là il y a une confirmation supplémentaire, parce que j'avais cliqué 2 sur 3. Donc il y a un des deux autres comptes qui doit venir et qui doit mettre la clé dans la serrure afin de débloquer les fonds. Alors pour ce faire, on ne va pas se prendre la tête, hein, on va prendre directement celui-là, il a des fonds, donc on va prendre celui-là, ça sera plus simple, parce que effectivement, si signer est gratuit, ça m'a coûté le chiffre 0, même sur Ethereum ça coûte 0. Par contre, valider la transaction, donc le dernier qui signe, faut qu'il paye les frais de transaction sur la blockchain. Comme vous connaissez un smart contract sur la blockchain, peu importe ce que vous faites, un trade sur PancakeSwap, sur Uniswap ou je sais pas quoi, faut payer un peu les frais de transaction. Et donc du coup, je vais prendre le 3 là parce qu'il a quelques petits centimes de BNB et ça devrait suffire, j'espère. Hop, j'y suis. Donc là, on voit, il a changé de compte. On voit la couleur, c'est jaune, là, c'est plus rouge. Et on voit B11, B8 5D, et on voit que là, c'est le même. Donc là, je fais confirme. Et si je peux cliquer ou pas cliquer ce truc, mais si je clique ce truc, ça va exécuter la transaction. Donc ça ne va pas simplement faire la signature, mais ça va aussi exécuter la transaction. Donc ça va faire tout en un. Si je fais ça, ça fera comme pour l'autre, ça va faire juste la signature. Mais si personne ne paie les frais de transaction, la transaction ne va pas partir. Donc quelque part, on aura une transaction où il suffira de payer pour pouvoir la mettre en œuvre. D'ailleurs, on pourrait juste simplement signer et demander à quelqu'un d'autre de payer, c'est possible. Mais là, nous, on va faire les deux en un. Allez hop, c'est parti. Là, il nous calcule un peu le gaz, donc on voit que ça va pas être très cher. On va aller quand même voir combien ça fait ça en dollars. Donc là, vous voyez, pending, c'est en cours. Et en attendant, on va voir à peu près 400 $ fois ça. Ça fait environ 15 centimes pour sortir les fonds. Donc là, on peut voir Gnosis Safe, hop, ça a été fait, effectivement. Gnosis s'est mis à jour un petit peu après, pas instantanément. Et on voit qu'il y a 0,5 BNB qui sont sortis du coffre. Donc si je vais directement dans la page Asset, là on voit qu'il y a 0. Si je vais ici, donc dans l'adresse du coffre-fort, et que je mets à jour, je vais voir 0, et il y a une transaction qui effectivement indique qu'il s'est passé un truc sur mon wallet. Là on voit qu'il y a effectivement un demi BNB qui est arrivé puisque c'était l'adresse de destination. Mais l'adresse de destination aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est pas obligé que ce soit une des 3 clés que j'ai référencées au début. Donc voilà, vous savez mettre des fonds, vous savez retirer des fonds dessus, et les subtilités de la configuration du début. Alors il y a des petits trucs en plus comme un adresse book, donc les adresses que vous utilisez souvent, vous pouvez les mettre dedans. Un petit historique des transactions et aussi les trucs en file d'attente. Si vous pouvez aller dans ces trucs en file d'attente et valider ou refuser les transactions qui ont été
qui ont été diffusés par les autres membres du coffre-fort. Vous pouvez voir ce qui s'est passé historiquement sur le coffre-fort. Vous avez tous les détails, etc. Bon, classique. Et dans Assets, vous pouvez aller aussi sur Collectibles et vous pouvez mettre des NFT ici, évidemment. Alors, j'ai jamais essayé le NFT dans le safe, mais bon, franchement, de toute façon, un NFT, c'est très très proche d'un coin, donc vous inquiétez pas que si c'est ici, ça marche. Ensuite, il y a un autre truc qui est rigolo et qui est à noter. Si vos fonds sont dans le coffre, ils ne sont pas forcément morts. Vous pouvez les faire travailler sur Dodo, vous pouvez les faire travailler, vous pouvez faire des swaps 1 inch directement avec le coffre, mais il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui signent, c'est assez chiant. Et si vous vous connectez sur Ethereum, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'apps. Voilà, donc là c'est un coffre Ethereum, et vous pouvez voir, il y a vraiment plus d'apps, et ils en rajoutent. Il y a Paraswap, il y a Uniswap, il y a effectivement AAVE, donc vous pouvez faire du lending borrowing directement depuis votre safe sans sortir l'argent du safe, Compound, etc., Curve, vous avez vraiment de quoi faire. Là, il y en a tellement qu'il y en a même certaines que j'ai jamais utilisées ou que je connais pas vraiment. Mushroom Finance, je vous avoue que je connais pas trop. Si ça se trouve, c'est très bien, aucune idée, je peux pas vous renseigner. Autre point très important par rapport à Gnosis, est-ce que finalement mettre tout mon argent dans un smart contract, c'est pas prendre le risque que ce smart contract ait des failles de sécurité et que tous mes fonds en fait puissent se faire siphonner du jour au lendemain? La réponse est oui, donc du coup vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte finalement, c'est pas du tout sécurisé. Alors il faut voir un truc quand même, c'est que pour l'instant il y a 86 milliards de dollars dans ce smart contract, dans ces smart contracts des différents coffres-forts. Donc s'il y avait une faille de sécurité, je vous garantis que des hackers seraient en train de la chercher ou l'auraient déjà trouvée. En fait, plus il y a d'argent dans un protocole, plus il y a d'argent en jeu, et plus il est probable que des hackers se soient vraiment creuser la cervelle à fond pour réussir à voler cet argent. Donc du coup, ces 86 milliards, c'est quelque part une garantie de se dire, bon, il semblerait quand même qu'on soit vraiment à l'aise par rapport à la sécurité de ce truc-là. Autre truc très rassurant, vous pouvez voir quand même qu'il y a des gros noms de la blockchain qui font confiance déjà à Gnosis Safe. AAVE, c'est pas des rigolos, par exemple, 1inch, SushiSwap, c'est vraiment des gros noms de la défi, et eux, je peux vous dire qu'ils ont certainement audité eux-mêmes ces wallets. Autre truc intéressant, c'est le Formally Verified, donc ici, on vous dit qu'il y a eu une vérification et que c'est les plus hauts niveaux de sécurité en termes de protocole, en termes de smart contract. Après, vous savez que des gros noms de la défi se sont déjà fait hacker, donc c'est pas absolument certain, mais c'est quand même vachement certain. Donc voilà des gens qui ont certainement beaucoup plus d'argent que vous, ou non, je vous le souhaite en tout cas, mais des gens qui ont en tout cas beaucoup plus d'argent que moi font confiance à ce truc-là, et en réalité le smart contract n'est pas non plus ultra méga complexe, quoi. Il y a quelques signatures à rajouter, on sent qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de lignes de code, et que donc du coup, plus c'est petit et plus c'est simple, moins le potentiel, on va dire, de faille est élevé. Et là, des hyper grosses boîtes, des hyper grosses ICO avec des millions de dollars stockent leur argent de cette manière sur Ethereum. Si vous avez un doute, si vous avez des questions, moi j'en ai posé par exemple des questions à ces gens-là, vous pouvez très bien aller sur leur chat, c'est-à-dire sur leur Discord, et ils répondent, quoi. Ils répondent en quelques heures, c'est quand même pas mal. En tout cas, moi je trouve cet outil super cool. Pour aider la chaîne, mettez un like, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.